Le lendemain matin, j'étais chargé de la mission journaux, tandis qu'Adolpho faisait un aller-retour entre chez lui et le cabanon, histoire de préparer son sac à dos et d'y fourrer le strict nécessaire pour une marche sur Paris, en le complétant d'un paquet d'illusions et d'espoirs. Il fallait aussi fermer sa maison pour quelques semaines. De son côté, Olivier m'accompagnait à Méobec et se chargeait des approvisionnements en nourriture permettant aux trois pieds nickelés que nous étions de manger à notre faim pendant les prochains jours. En fait, il restait plus rien à manger dans le cabanon. J'ai acheté donc les journaux. On s'attendait à de mauvaises nouvelles. Elles étaient catastrophiques. Et en titre énorme sur les journaux, le plan d'austérité ne passe pas. Nous, on ignorait tout de ce plan d'austérité. On était tellement à l'écart du monde, en pleine braine. Durant le mois de juillet, le gouvernement socialiste, en fait, on va dire plutôt le gouvernement réformiste, poussé par la Banque centrale européenne et le FMI, avait été contraint de formaliser un plan de redressement tel qu'il aurait fallu l'appeler plan catastrophe. Il a fini par être appelé plan d'austérité, expression connue de bien des pays européens dans les 10 dernières années. C'était donc maintenant à notre tour. L'origine de ce plan, selon les journaux, était simple. Le chômage continue à progresser malgré quelques espoirs qui avaient pu naître depuis quelques mois où le chômage avait baissé. Il y a désormais quelques 3,5 millions de demandeurs d'emploi en métropole selon la définition du Bureau international du travail, plus restrictive que celle de Pôle emploi. 800 000 chômeurs d'écart entre les deux tout de même. C'est le plus haut niveau jamais enregistré dans l'Hexagone depuis la dernière guerre mondiale. La progression est spectaculaire chez les 15-24 ans dont le taux de chômage a de nouveau franchi la barre symbolique des 27%. Le taux de croissance avait été tenu au-dessus de 0,5% et ce artificiellement. Or, de récentes enquêtes démontraient que ces chiffres avaient été truqués et qu'en réalité, il fallait parler d'une décroissance de 2,5%. Quand on sait que 5% de croissance sont nécessaires pour réduire le chômage, là, on était à moins 2,5%. La balance des paiements présentait des chiffres tellement catastrophiques que de solides inquiétudes planaient sur le maintien de la France dans la zone euro. Notamment, la balance commerciale était très négative. Trop d'importations et pas assez d'exportations, déficit de 70 milliards d'euros sur l'année. Les taux d'emprunt de la France sur les marchés internationaux repartaient sérieusement à la hausse, alors que la dette française cumulée était proche de 2 500 milliards d'euros, du jamais vu. Conscient de la forte dégradation du climat, de nombreux mouvements sociaux de plus en plus violents se déclenchaient dans toute la France avec une accentuation en région parisienne. Face à ces nouvelles extrêmement inquiétantes sur l'avenir à court terme de la France, le gouvernement avait proposé un plan d'austérité en 8 points. Augmentation des recettes fiscales, relèvement de 10% de l'impôt sur les revenus, mais suppression de l'impôt sur la fortune, et augmentation de la TVA à 25% avec quelques exceptions. Baisse immédiate des charges, notamment salariales et patronales, pour un montant de 50 milliards d'euros, pesant sur les entreprises et sur l'investissement. Économie sur le train de vie de l'État proche de 100 milliards d'euros sur 5 ans répartis de la manière suivante. 25 milliards de l'État, optimisation des frais de fonctionnement, gain de productivité par la réorganisation des services, numérisation et dématérialisation. 5 milliards de plafonnement des aides sociales, RSA et autres. 15 milliards d'économies sur les effectifs des fonctionnaires via la suppression de 300 000 postes. C'est énorme. Non-remplacement ciblé des départs à la retraite. 20 milliards issus de la réforme des retraites. 5 milliards grâce au retour à l'équilibre de l'assurance chômage. 5 milliards suite à une réduction des dépenses de la politique du logement. 15 milliards grâce aux gains issus de la sécurité sociale, optimisation des soins hospitaliers, développement de e-santé, outils de téléassistance, applications mobiles, 5 jours de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie, maîtrise des dépenses de médicaments. Maintien de l'objectif, autre chose, maintien de l'objectif de tenir le déficit budgétaire sous la barre des 3% du PIB conformément aux exigences européennes. Code du travail simplifié, 150 pages, avec négociation par branche, plafonnement des indemnités prud'homales,
abolition de la loi des 35 heures et négociation par branche. Dégressivité des allocations chômage, baisse dans le temps des allocations, avec adaptation selon la catégorie de population, critères, âge, région, secteur économique, et suspension des allocations en cas de recherche insuffisante d'emploi ou de refus de poste. Doublement du budget formation consacré aux chômeurs par rapport au budget global de la formation, de 4 milliards d'euros à 8, double le budget formation, sur un total de 32 milliards. Donc on aide plus particulièrement les chômeurs. Relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans et non plus 62 ans. Alignement du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes spéciaux sur celui du privé. Suppression du compte pénibilité. Mon Dieu, ça faisait 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesures. Voilà, le plan d'austérité en 8 points. Compte tenu de la gravité de la situation et de l'urgence à prendre des décisions cruciales pour la France, le gouvernement avait décidé de faire passer ces lois sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Ce principe est parfaitement constitutionnel et régi par l'article 49.3. En quelque sorte, il s'agissait d'un passage en force. Le gouvernement avait attendu la trêve des vacances d'été pour essayer de faire passer ces lois, estimant que toute l'agressivité des Français était sous chloroforme durant leurs vacances d'été. Moi, mon point de vue était tout à fait contraire. Les Français n'étaient pas sous chloroforme et allaient tout faire péter. Ce qui arriverait serait bien plus dangereux que mai 68. Si au moins on avait proposé un projet révolutionnaire du type revenu universel, certes, plein de citoyens auraient été contre, mais une masse énorme aurait applaudi des deux mains, et je suis sûr que plein de manifestants, actuellement en panique devant leur avenir personnel, auraient été rassurés. Une proposition populaire et démagogique, certes, mais un grand espoir pour tous. Le revenu universel, ça se résume en « Ouf, je ne crèverai pas demain », alors que tant de Français ont tellement peur de leur lendemain. La suite des articles de journaux était parfaitement logique. Des manifestations en tout genre naissaient partout en France. Pour le moment, sans effusion de sang. Je notais quelques dates. Manifestation pacifique d'étudiants le 8 août à Paris. Incroyable, moi j'ai croyais en vacances les étudiants. Le lendemain, une autre manifestation pacifique à Lyon, réprimée par la police, entraînant à son tour une série de manifestations populaires dans toute la région. Le 10 août, dans les rues de Paris, entre République et d'Enfer Rochereau, la police anti-émeute disperse une manifestation pacifique de 20 000 chômeurs. Une rumeur fausse annoncée par Radio Libre Europe, selon laquelle une intervention musclée de la police avait fait un mort, n'était pas de nature à calmer les esprits. Du 10 au 20 août, le nombre de manifestants passe en moyenne de 80 000 à 150 000. Le 20, le cardinal de Paris, Monseigneur Trente, sort de sa réserve habituelle en accordant son soutien aux manifestants. Le 22, le nombre des manifestants atteint 200 000 et une grève générale paralyse le pays durant 2 heures. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre réclame que l'ordre revienne dans les esprits. Ça commençait à vraiment être grave. Tous les commentaires d'articles étaient courts, factuels. On sentait que les journalistes ne voulaient pas trop se mouiller en ces temps incertains, écrasés par une forme de stupeur, leur interdisant de dévoiler la pleine et entière vérité, ce qui se passait sur le terrain. On ne pouvait donc pas se fier à ce qu'ils racontaient. Il fallait aller voir, donc il fallait voir sur place. D'ailleurs, à la fois, il y avait moins de journaux en vente, et en même temps, ils disaient tous la même chose, allant jusqu'à utiliser les mêmes mots d'un journal à l'autre. Tout ça ne faisait guère convaincant. Quand nous nous sommes retrouvés autour d'un café en fin d'après-midi, nous avons échangé sur les différents articles qui, de toute évidence, étaient passés par les fourches caudines de la censure. Et puis, après un temps de silence, nous avons prêté serment aux conditions dans lesquelles notre projet, cette action de montée à Paris, devait se dérouler. C'étaient les mêmes que celles prônées par José Bové dans son livre La désobéissance civique. Pour nous, donc, monter à Paris, c'était 6 points. C'est un acte personnel et responsable. Il faut connaître les risques encourus et ne pas se soustraire aux sanctions judiciaires. Ça, c'était le premier point. 2. C'est un acte désintéressé. On désobéit à une loi si on la croit contraire à l'intérêt général et non par profit personnel. 3.
C'est un acte de résistance collective. On mobilise les uns et les autres dans l'optique d'un projet collectif plus large. 4. C'est un acte non violent. On a pour but de convertir à la fois l'opinion et l'adversaire, non de provoquer une répression ou une réponse armée. Pas de... 5. C'est un acte transparent. On agit à visage découvert. On n'est pas des terroristes, on n'est pas des casseurs. 6. C'est un acte ultime. On désobéit après avoir épuisé les recours du dialogue et les actions légales. Le point 6 était litigieux. Nous n'avons pas encore échangé de dialogue avec les représentants des manifestations, de la police ou de l'État. Nous voulions savoir quel était l'état des lieux réels des tensions parisiennes. Nous voulions parler avec différentes instances politiques. Nous voulions apporter notre aide aux personnes en difficulté. Nous voulions aider et contribuer à faire avancer la France dans le bon sens. 5 septembre. J'ai décidé de reprendre le cours du temps et de dater à nouveau mes écrits. Le voyage de Méobec jusqu'à Paris avait été très facile, bus et train parfaitement à l'heure, peu de monde dans les moyens de transport, arrivé à Paris sans encombre. Le métro crisse toujours dans les mêmes tournants, l'odeur de Paris ne change pas. Nous sommes arrivés devant l'appartement chez moi, et vous savez quoi, des scellés étaient posés sur la porte. On les arrache facilement, la clé de l'appartement réagit bien poliment, comme d'hab, et on rentre. On voit tout de suite que j'ai quitté les lieux précipitamment, tout est en désordre. Dans le frigidaire, les maigres victuailles qui s'y trouvaient sont devenues toutes rabougries, desséchées, et ça pue. Vite, on jette tout ça dehors. Non, pas dehors. On jette ça dans un plastique et on lave le frigidaire, puis le lavabo où traînent quelques assiettes sales. Pendant ce temps, Olivier prend une douche et Adolpho, après m'avoir aidé à ranger sommairement l'appartement, s'allonge sur le lit et ferme les yeux. On est fatigué par le voyage et il est 19 heures. Je suis allé sur le palier pour prendre mon courrier. Dans la boîte aux lettres, pleine à craquer de pubs avec 2 ou 3 factures, je trouve une convocation au commissariat datant du 1er août. Je ne m'y rendrai pas. Et puis un tract qui m'intrigue et que je lis à haute voix devant les 2 autres. Manifestant, prépare-toi. Il est conseillé de n'avoir rien sur toi qui puisse être incriminant. Drogue, objets pouvant être considérés comme des armes, couteaux, cutters, etc. Attention aux armes par destination. Bouteilles, pierres, mais aussi aux objets que tu ne veux pas que la police garde. Carnet d'adresse, téléphone. Prends tes médicaments si tu es sous traitement. En préventif, pour la lacrymo, pas de maquillage, pas de lentilles de contact, pas de crème sur le visage, jus de citron mouillé sur une écharpe foulard pour mettre devant la bouche et le nez, avoir du sérum physiologique sur soi et de la crème grasse ou des lingettes pour bébé à mettre sur le visage si on se fait gazer au poivre. Contrôle d'identité. Seule la palpation de sécurité est autorisée par un ou une policière du même sexe. Si tu es suspecté d'avoir commis une infraction, la police peut procéder à une fouille de tes affaires. Toute fouille doit donner lieu à un procès-verbal. Si tu veux donner ton identité, dis juste les informations de ta carte d'identité, nom, adresse, date de naissance, pas plus. Ne laisse personne isolé. Essaie de rester toujours avec un binôme, c'est-à-dire quelqu'un que tu connais bien. Si tu te fais arrêter, ou si ton ami ou amieux se fait arrêter, contactez mutuellement vos proches. La police réalise une surveillance et un fichage lors des manifestations et actions, essaie de prendre des images lors des violences policières, mais veille à ne pas dévoiler ton visage ni celle des autres manifestants. La police peut charger pour disperser une manif ou un rassemblement non autorisé dans la rue, normalement après 2 sommations. Dès que le climat est considéré comme tendu par les autorités, les charges sans sommation sont possibles. Je ne sais pas qui a pu mettre un tel tract dans ma boîte aux lettres, mais nous voilà bien prévenus pour les manifestations auxquelles nous ne manquons pas de participer. Nous ne manquerons pas de participer dès demain. On fait quoi ? Demande Adolpho, qui émerge d'une micro-sieste. Je propose ce soir on bouffe dans le quartier, on se prend 2-3 bières, on discute le coup et on se prépare pour demain. Il y a une grosse manif à d'Enfer Rochereau. C'était pas un programme
très précis. Avant de partir, les infos de 20 heures à la télé. La mairie de Montreuil brûle, le centre des impôts de Rennes est ravagé, le cinéma Fougères dans le 20e arrondissement est occupé par les manifestants. Il datait de 1930, la Gestapo l'utilisait comme bâtiment de torture. Un magasin d'armes sur la rue d'Athènes a été pillé. 125 000 manifestations à Lyon. La Bibliothèque nationale est protégée par les forces de l'ordre et par conséquent ne brûle pas. Récapitulatif des dernières manifs, des centaines de blessés plus ou moins graves et 56 personnes hospitalisées en région parisienne. C'est vraiment le bordel en France. Mais c'est la révolution. 6 septembre, 6h30. Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis réveillé tôt et suis allé chercher pain et croissants. Les premiers croissants depuis 2 mois. Passant devant un kiosque, j'achète le Figaro. Il n'est question que de heurts à l'Assemblée nationale et manifs partout en France. Jamais vu autant d'articles inquiétants dans ce journal. Raffinerie, SNCF, RATP, Air France, EDF. Les foyers de grève se multiplient. Ensuite, situation de plus en plus délicate sur le front des carburants. Solution en demi-teinte des écologistes envers l'exécutif. Début d'incendie à la sortie du métro Saint-François-Xavier. Gare saccagée, heurts, vive tension dans les rues de Nantes. Là, je lis à Nantes, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont eu lieu. Les policiers ont ainsi utilisé des lacrymogènes pour disperser la foule. Station de métro fermée à proximité de l'Assemblée nationale. Depuis le début des manifestations, 1 million d'interpellations selon le ministre de l'Intérieur. À l'Assemblée réquisitoire contre le gouvernement. Je lis ça aussi. Dans un long réquisitoire contre le gouvernement, Philippe Véry s'en est pris au ministre de l'Économie. Monsieur le Premier ministre, contrairement à ce que vous pourriez craindre, la France n'est pas en marche. Et le 49.3 stoppe définitivement toute velléité. Le député s'en est pris par ailleurs à la majorité, déclarant « On se rappellera du quinquennat d'un président socialiste comme celui d'un interminable charivari du Parti socialiste. Nous ne nous résignons pas à ce que vous entraîniez la France dans votre chute. » Les CRS tentent de détourner un cortège parisien. Autre point, les débats sur la motion de censure déposée par la droite ont débuté à l'Assemblée. Je lis. Le gouvernement français affronte à l'Assemblée nationale une motion de censure déposée par l'opposition après sa décision de se passer du vote du Parlement sur une réforme contestée du droit du travail. Rien ne va plus. Affrontement près des Invalides à Paris. Des affrontements ont éclaté jeudi après-midi près des Invalides à Paris, quelques jeunes cagoulés lançant des projectiles sur les manifestants contre le plan d'austérité. Alors que le cortège arrivait au terme de son parcours, des jeunes casseurs s'en sont pris brièvement aux manifestants et aux journalistes présents. Quelques minutes auparavant, les CRS avaient quitté la tête du cortège. Nos journalistes présents témoignent d'une forte présence policière sur place. Nouvelle journée de manifestation prévue dans toute la France. Mon Dieu. Je ne suis pas étonné de tout ce que je lis en France. Il est impossible d'engager des réformes. On préfère la pagaille à la novation. Les Français sont trop liés aux droits acquis. Alors on abroge des lois jusqu'à leur insignifiance et on privilégie des mesures sans impact sur l'économie. Un jour, on va le payer cher. Et un jour, c'est aujourd'hui. Le plan austérité, on va le payer, mais vraiment très très cher, et ça va commencer par des troubles sociaux comme on n'en a jamais connu depuis la dernière guerre mondiale. La dernière loi sur la réforme du Code du travail avait fini en queue de poisson. Le ministre du Travail, désigné par le sobriquet ministre du chômage, car les voyants du chômage étaient de plus en plus rouges, à mesure qu'il promettait des améliorations, avait pris la sage décision de donner sa démission et de changer de fonction pour devenir maire de sa ville, tout en laissant sa place à une ambitieuse jeune femme de 38 ans tombée à son tour si facilement dans le piège. Sa nomination surprise avait fait s'interroger l'opposition et la presse sur sa compétence et sa faible expérience pour ce ministère difficile et de premier plan. Elle dressait cependant avec l'appui de toute une équipe de réformes elle dressait cependant avec l'appui de toute une équipe une réforme du Code du travail. Échec total après d'innombrables discussions, négociations, concessions, abandons.
il ne resta plus grand-chose du projet initial. Les syndicats avaient eu le dernier mot puisque le recours à l'article 49.3 mettait fin aux discussions au sein de l'hémicycle. Finalement, tout le monde était mécontent. Syndicats, patronat, gouvernement affaibli devant l'Assemblée nationale, ensemble des citoyens qui avaient du mal à concevoir les tenants et aboutissements d'une loi autour du chômage plutôt que du travail. Sujet classé le plus traumatisant du moment dans toutes les familles françaises. Mais le pire de tout ça était l'absence d'effet de la loi sur l'économie française et sur le chômage. Dès lors, à quoi servait-elle? À quoi avaient servi tous ces atermoiements et stress dans la vie politique française? Quelle était désormais l'image du gouvernement auprès des Français? La loi travail a pris une place disproportionnée au regard des véritables enjeux qu'on a trop souvent tendance à oublier. La haute finance internationale ne se soucie pas des alinéas subtils du Code du travail âprement négociés par les partenaires sociaux et des remous qu'ils peuvent susciter dans l'opinion. Ces institutions financières constatent simplement que la croissance française est insuffisante pour empêcher l'augmentation du chômage et la paupérisation rampante de la population. Ce n'est pas de la philanthropie, leur seul souci étant la capacité à rembourser de l'État français de leurs débiteurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Au bout du compte, les espoirs de voir la France entamer de véritables réformes sont sérieusement douchés. Cet épisode ne rassure personne, ni les partenaires européens de la France, ni les créanciers, encore moins ceux qui sont chargés d'assurer la dette française. Les anarchistes, les laissés-pour-compte, les sans-emploi, les casseurs, les extrémistes et tous les mécontents de tous bords allaient descendre dans la rue et tout casser, et ce par millions. Sclérose politique et grande pagaille sociale. Voilà le cocktail mortifère qui attend la France pour les prochains mois. Un climat social délétère s'installe. Chaque jour, des voyous encagoulés insultent et caillassent les forces de l'ordre. Événement inédit, la police, à bout de nerfs et de souffle, va publiquement manifester son désarroi la semaine prochaine. Jamais en reste lorsqu'il s'agit d'affaiblir l'économie française. La CGT va quant à elle lancer les dernières troupes qui lui restent pour bloquer les trains et, si elle y parvient, les routes. C'est pas possible. La police va manifester son désarroi. Elle va manifester. La CGT, va manifester. Tout le monde manifeste. Grève à répétition, corporatisme échevelé, opposition systématique dans les entreprises. Et dire que Philippe Martin, le leader de la CGT, était considéré comme un partenaire social. Partenaire social. Il existerait bien une façon de sortir de l'ornière, selon moi, qui s'appellerait la dissolution de l'Assemblée nationale, mais un tel scénario a peu de chance d'effleurer l'esprit du président qu'il proposerait et pourrait être une excellente opportunité pour le Front National de prendre le pouvoir en s'appuyant sur le désespoir des Français. Bien sûr, j'espère que ça n'arrivera pas, cette chose-là. 6 septembre, 7h30, je suis de retour dans l'appartement. Adolfo et Olivier sont réveillés et se jettent sur le pain et les croissants. Bon, alors elle est à quelle heure la manif de d'Enfer Rochereau demande Adolfo. Bah, dès que t'as fini ton croissant, on y va. Alors on est parti. 6 septembre, 8h45. Plusieurs stations de métro sont fermées par la police. De nombreuses manifestations rassemblent dans le calme des dizaines de milliers de personnes un peu partout dans Paris, mais d'Enfer Rochereau semble être le point de rassemblement principal. Le nombre d'agents de la sécurité qu'on croise est énorme. Ils ne portent pas d'uniforme, ils deviennent pourtant désormais repérables par le plus grand nombre d'entre nous, sauf par les touristes, lesquels pensent toujours qu'ils visitent un pays démocratique et immanquablement ensoleillé de l'Union européenne. La visite vaut le détour dans un sens. Nouveau siècle. Je vois une grande banderole proclamant « La flamme de 68 n'est pas morte ». Un autre exigeant « Lutte contre la politique antisociale et la répression ». Très vite, des incidents, comme on dit, dans le langage journalistique habituel, ont éclaté, initiés par les extrémistes.
on commençait à suffoquer sur la place d'Enfer Rochereau. Les forces de l'ordre, en uniforme ou en porteurs de cagoules, ont semé la panique en assaillant à leur tour les manifestants, les passants, les journalistes qui s'étaient trouvés là par hasard ou par conviction. Dans ce désordre indescriptible, chacun connaît son rôle. Les forces de l'ordre en uniforme noir restent groupées, en position d'attente, et sont en communication incessante les uns avec les autres. Ils reçoivent une pluie incessante d'objets hétéroclites, pavés, cailloux, branches, pneus de vélo, tout ce qui peut se ramasser par terre et se lancer au loin, le plus loin possible. Les forces du désordre, par opposition aux forces de l'ordre, en face agissent comme des moustiques. Ils apparaissent soudainement, venant d'on ne sait où, euh, par grappes ou isolément, prennent des attitudes de lanceurs de javelots et leurs projectiles, une fois lancés, disparaissent aussitôt pour se réapprovisionner. Ils disparaissent aussitôt pour se réapprovisionner en pierres, pavés ou autres projets pouvant faire du mal. C'était la guerre civile, quoi. J'étais atterré. Adolfo et Olivier étaient comme moi. Que fallait-il faire? Où était la voie? Quelles sont les motivations profondes des uns et des autres? Les forces de l'ordre sont payées, elles font leur boulot, mais n'y a-t-il pas un plaisir à s'acharner, euh, euh, à s'harnacher de ces armures légères, un déguisement de Robocop, à jouer à la guerre comme des grands enfants, sachant que papa et maman au gouvernement sont d'accord sous certaines règles? On est protégé par notre hiérarchie, on est protégé par les copains, on avance groupirt, on prend pas trop de risques tout de même. Dans 2 semaines, je prends des RTT de 3 jours et on partira avec Lola et les 2 filles en baie de Somme. Il paraît que c'est chouette. En fait, c'est ça qu'ils veulent, les flics. Pensez à autre chose que cette manifestation. Et qui commande cette armée légère et en marche, saccadée des chefs de brigade, des gradés, des préfets, ceux du gouvernement affectés à la sécurité intérieure? Pas de débordement, n'est-ce pas? Pas d'excès de zèle, gardez votre sang-froid. C'est que tous ces gens-là ont des postes de responsabilité avec à la clé des entretiens hebdomadaires, des réunions d'activité avec leur hiérarchie, où l'on traite de plans d'attaque, de stratégie, d'équipe à maintenir, à placer, mais aussi de son rôle à soi, de son sang-froid ou de son manque de sang-froid face aux autres, de sa fonction bien ou mal assumée, de son salaire et de sa promotion ou de sa déchéance selon que le destin ou le hasard ont décidé. Car en même temps, il faut assumer toutes les charges financières de l'appartement ou du pavillon de banlieue. Les flics, ils ont ça à faire. On a la trouille du candidaton, de son chef, de ses collègues, de son électorat. Mon Dieu, que l'électorat ne me fasse pas défaut. De la presse. Alors quant aux manifestants et aux furieux, les casseurs, c'est le même bordel, la stupéfaction et le sens de la révolte ou du jeu. Ils font des va-et-vient. Ils veulent casser du flic, ils veulent tout casser, ils veulent se battre, faire mal, mais tout faire pour éviter de recevoir des coups, de se faire prendre, glisser d'un endroit à autre, être mobile, faire peur et se faire peur, tout encagoulé de menaces. On est toujours le 6 septembre et il est 9h30. Un cortège commence à se former, ça sent la lacrymo. Il y a un hélicoptère au-dessus du boulevard, indique un journaliste. La tête de cortège est surveillée par des dizaines de CRS. Des jeunes portant des cagoules et scandant des slogans contre la police commencent à attiser la violence. Tir à balles réelles confirmé. Mais comment y croire vraiment? L'atmosphère est extrêmement tendue. Mais bon sang, mais qu'est-ce que je fous ici au milieu des autres, que je ne connais pas, et comment allons-nous tous sortir pleins d'optimisme et vainqueurs de ce maelstrom, de ce brouillamini d'explosions, de gaz lacrymogène, de course à perdre haleine? Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Des manifestants sont actuellement coincés dans un square par la police anti-émeute. Et il y a comme des scènes de guerre. Un extrémiste incendie consciencieusement une poubelle remplie d'ordures. Il a versé dedans un bidon de liquide et tout s'est enflammé, lui y compris d'ailleurs. Je le vois hurler et disparaître au milieu d'un groupe compact. C'est de la folie. Des policiers projettent des grenades lacrymogènes sur les manifestants.
Un jeune enragé me parle. La politique de la Troïka, Banque centrale européenne, Commission européenne et Fonds monétaire international, est un génocide économique lent et la gouvernance actuelle se concrétise par la propagande, la terreur, porteuse de mort, de népotisme et de corruption. Je comprends rien à son sabir. Je comprends rien à ce qu'il dit. Je vois pas où il veut en venir. Il est peut-être devenu un peu fou, quoi. À moins que ce soit moi dont l'esprit commence à se fragiliser, j'avoue. Je craque. Et tandis qu'à Paris il fait toujours beau et doux, des touristes venus de Chine se font photographier. Je me suis réfugié dans un café, j'écoute la radio. Un journaliste commente l'actualité en direct. Une fois encore, les manifestants contre le plan d'austérité ont basculé dans la violence. Le sombre scénario que redoutaient les services de renseignement a eu lieu. À Paris, où la police a dénombré entre 100 et 150 000 manifestants, le défilé parti dans le calme, peu après 10 heures place d'Enfer Rochereau, a été la cible de jets de projectiles lancés par des individus embusqués. Il y a eu des heurts et des provocations à chaque intersection jalonnant le parcours. Des commerces ont été dégradés et des vitrines taguées avenue du Maine, tandis que des voitures sont en train de brûler sur l'avenue. Les attaques sporadiques ont ensuite laissé place à des heurts plus violents quand les manifestants sont arrivés dans le secteur des Invalides. Plusieurs blessés, dont au moins un journaliste, ont été secourus. Au moment d'un appel à la dispersion place Vauban, plusieurs éléments incontrôlés ont tenté de forcer les portes situées à l'arrière de l'école militaire. Certains casseurs sont même parvenus à faire irruption dans l'enceinte du musée des Invalides avant d'être interceptés par des soldats. Les services d'ordre de la CGT ont quant à eux été invectivés et pris à partie au cri de S.O. salaud. Ah oui, service d'ordre, salaud. Le peuple aura ta peau. Ou flic, service d'ordre, même combat. Je ne comprenais rien à ce qui se passait, à ce qui se disait. C'est comme si j'étais en plein de fièvre intérieure. Je crois que je tremblais de peur. Je suis revenu sur le boulevard, j'étais entre Adolpho et Olivier. Et soudain, le pire est arrivé. Nous étions pourtant à l'écart des deux blocs de la police et des manifestants. Il a suffi d'une fraction de seconde d'inattention, de malchance, un projectile. Il s'agissait d'un tube métallique comme un morceau de tuyau d'échappement qui sortait des entrailles de l'enfer, lancé très haut dans le ciel par un manifestant, a ricoché sur la branche d'un arbre, faisant totalement dévier de sa route le projectile qui a fini sa course en s'enfonçant dans la tête d'Adolpho. Ça s'est passé tellement rapidement. Adolpho s'est recroquevillé par terre en boule, il tient sa tête entre les mains, ses jambes faisaient un mouvement désordonné de pédalier, il geignait, il soupirait, il criait, je ne sais pas. On était autour de lui comme des idiots à ne pas comprendre ce qui s'était passé alors que du sang inondait ses mains et ses cheveux. Je hurle en moi tous les mots les plus grossiers du monde. Olivier avait déjà détalé en direction de la police pour chercher du secours. C'est pas possible, une connerie comme ça, Adolpho. Adolpho, je l'aide à se mettre sur le dos. Adolpho, mon Dieu, le sang noir coule dans sa chevelure noire. Il me regarde avec des yeux exorbités. Il tremble de tout son corps. Je le rassure, tout va bien, Adolpho. C'est pas grave, Adolpho. Les secours arrivent. C'est une question de secondes. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave. Calme-toi. Je ne sais plus où j'en suis. Le temps est immobile. J'entends plus rien. C'est comme tout cotonneux autour de moi. Poussez-vous les mecs, poussez-vous. Je dis ça à un mec qui s'est agenouillé à côté d'Adolpho. Il m'énerve ce mec et tout à coup je réalise qu'il s'agit d'un médecin. Il téléphone déjà car il a déjà son opinion sur Adolpho qui en même temps le scrute, les yeux révulsés, terrifiés. Mais putain, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Un brancard est déjà là, 3 hommes l'ont soulevé, je ne sais pas quoi faire de mes mains, de mes bras qui tremblent tous qu'ils savent. En le soulevant, je vois le sang laissé par terre, la main d'Adolpho qui pendouille sur le bord du brancard. Je cours avec cet ensemble flageolant de corps, de mains, de têtes d'Adolpho sur ce putain de brancard. J'entends une sirène de pompiers. Il n'y a pourtant pas le feu. Si, il y a le feu. Il y a Adolpho qui est pour rien dans cet immense bordel et qui est en train de crever sur un brancard à Paris où on était venu pour crier notre indignation, pour crier pour des solutions, pour crier pour qu'on s'en sorte de tout ce capharnaüm auquel on ne comprenait rien.
L'ambulance, car il s'agissait d'une ambulance, a englouti Adolfo et a disparu dans le pêle-mêle de bruit de gens qui voulaient voir de cette fin d'été noire de soleil, d'Olivier qui hurlait mais vous allez où? Quel hôpital? Et qui n'avait pas de réponse. Et puis plus rien, un vide comme une idée de trou noir qui avait tout avalé sur son chemin, plus de sirène, plus de brancard, plus le corps fin d'Adolfo et ses cheveux, ses longs cheveux barbouillés de sang. Olivier a les bras ballants, et puis voilà qu'il met ses mains dans les cheveux, comme pour chasser le sang des cheveux d'Adolfo. Olivier, on fait quoi maintenant? Je suis perdu. Olivier, on fait quoi? On arrête nos conneries. On se casse d'ici. On n'aurait jamais dû venir. On est des cons. J'arrête, ça sert à rien. Un mec ou deux ou trois ont voulu nous parler. Ça ne nous intéressait pas. Si, l'un a dit, ils sont partis à la Riboisière. On a marché tout droit et après un temps de brume, on a fini par s'affaler à une terrasse de café. Brume dans notre tête. C'est quoi la Riboisière? Un hôpital. Un hôpital dans le 10e arrondissement, je crois. On y va. On n'avait plus de sous, si, peut-être quelques pièces encore et un billet de 20 euros. On a arrêté un taxi, on a filé à l'hôpital. Adolfo est resté dans le coma 3 jours. 3 jours et 3 nuits. Après, il a été transporté dans une aile de l'hôpital pour qu'il reprenne petit à petit le fil de la vie. C'est là qu'on a été autorisé à lui rendre visite, 5 jours après l'événement. On l'a embrassé avec des douceurs de musaraigne, les yeux pleins de larmes qui ne voulaient pas partir, notre Adolfo, à tous les deux. Un turban autour du crâne et l'œil au beurre noir, il a dit 2 mots sur son accident, l'hôpital, et il a murmuré que c'était inutile tout ça. On est parti, on a été déboussolés. Les manifs ont continué pendant des jours et des jours. L'Assemblée nationale, sous la pression des événements, a été dissoute. Et pour la première fois de l'histoire de France, 62 députés d'extrême droite, Front National, je ne me souviens plus du nom, ont fait une entrée fracassante à l'Assemblée. Et il a fallu composer. 2 ministres d'extrême droite sont rentrés au gouvernement. Un gouvernement de choc, 15 ministres seulement. Il y a eu des grandes manifestations encore. Les Français détestent l'idée de voir les extrémistes de droite au pouvoir, mais entre les grèves et les manifestations qui n'en finissaient pas, et le terrorisme islamique qui terrorisait la France et un début de reprise économique, ben oui, depuis 4 mois de suite, le chômage commençait à baisser. Les Français ont fini par s'y faire, en fait. Et c'est vrai que la sévérité partout, dans l'école, dans les tribunaux, dans l'entreprise, a commencé à rentrer dans la culture. Une nouvelle génération prenait ses aises en ce début du XXIe siècle. Moi, j'ai abandonné Paris, qui m'avait déjà abandonné depuis si longtemps. Vous savez quoi, je suis allé vivre à Saint-Gautier, tout près de la Brenne. Au collège de Saint-Gautier, ils cherchaient un prof d'histoire géo, et j'ai été pris. Je m'ennuie un peu tous les jours, mais les années passent vite. Je vis seul, mais je me réchauffe quelquefois à des corps de passage. La nostalgie me guette. Oui, je revois quelquefois Olivier et Adolfo, qui sont déçus. Eux aussi sont déçus. Mais bon, allez, demain, oui, demain, je me lancerai dans la politique et je ferai quelque chose de bien. Je ferai quelque chose de bien. Il faut inventer un nouveau monde. Il faut inventer un nouveau monde.